Alors, nous voici réunis. Revenez nous rejoindre ceux qui sont encore tout au fond avec leur café, leur thé, leur verre d'eau. Venez avec nous pour cette session 2. Derrière vos écrans, je suis sûre que vous êtes également de retour pour évoquer les systèmes agricoles et alimentaires vers la neutralité carbone avec notre panel qui est fin prêt. Et sans plus tarder, comme on a quelques secondes de retard, Karine Barbier va venir s'installer au pupitre. Comme ça, vous prenez le temps de vous installer pour introduire cette table ronde. Alors, 10 minutes, on essaye vraiment de respecter les timings pour favoriser les échanges. Tout à l'heure, il y a eu assez peu de questions. Et là, cette fois-ci, on va prendre un maximum de questions. Donc Karine Barbier, vous êtes économiste de l'environnement au CNRS, ingénieure de recherche au CIRED, et vous allez nous rappeler en introduction, pour planter le décor, les enjeux pour une alimentation durable et neutre en carbone à horizon 2050, les leviers pour y arriver et sur toute la chaîne. Là, le spectre va être large, donc c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, voilà. On va commencer comme ça. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, juste en introduction de cette intervention, je voudrais simplement rappeler que je travaille, donc j'ai coordonné un groupe de recherche sur la question du système alimentaire et de son empreinte carbone. Et donc, simplement pour rappeler qu'on est bien sur un système alimentaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement sur de la production agricole, mais sur l'ensemble des procédés qui sont mobilisés pour permettre d'obtenir l'alimentation qu'on a aujourd'hui pour la population française. Donc c'est bien un système du champ à l'assiette, comme on dit, ou de la ferme à la fourchette. Et le deuxième point qui est important aussi, c'est que ce système alimentaire, ça a été un peu évoqué déjà ce matin, il est façonné en fait par un certain nombre de politiques publiques qui ne sont pas forcément des politiques directement liées à l'alimentation ou l'agriculture, mais qui sont... D'accord. D'accord. Donc, qui sont donc un certain nombre de politiques qui façonnent ce système alimentaire et aussi un système alimentaire qui doit répondre à un certain nombre de préoccupations qui sont des préoccupations environnementales. Ça peut être le climat, mais aussi bien d'autres choses, la biodiversité, l'eau, etc. Ou alors des préoccupations alimentaires, de sécurité alimentaire ou de nutrition, ou alors des préoccupations aussi économiques, que ce soit le revenu, par exemple, ou les emplois des acteurs de cette filière. Alors, l'empreinte énergétique et carbone de l'alimentation, vous avez un visuel donc là à gauche sur les consommations d'énergie qui sont mobilisées sur l'entièreté de ce système, encore une fois de la production à la consommation finale, avec un certain nombre de secteurs qui sont mobilisés. Et ce qu'on peut constater, c'est que le premier poste de consommation d'énergie de ce système, ce sont les transports. Nous avons une vision de l'empreinte énergétique, ça veut dire qu'on tient compte des importations des denrées alimentaires pour notre alimentation de la population française, et ces transports sont donc des transports internationaux, des transports domestiques ou aussi les déplacements des ménages pour aller s'approvisionner. Et le deuxième secteur, c'est l'agriculture, puis ensuite on a les autres secteurs qui suivent. Sur la droite, vous avez l'empreinte carbone, donc l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre mobilisées pour le système alimentaire. Là, l'image est un peu différente, puisque sur la droite, en vert clair, à l'intérieur vert clair, vous avez le CO2, donc émis essentiellement par la combustion d'énergie fossile dans le secteur agricole, mais aussi dans les autres secteurs, donc transport, distribution, etc. Et puis s'insèrent aussi bien sûr les émissions de méthane et les émissions d'oxyde d'azote qui sont liées là directement à la production agricole. Ce qui fait que sur l'empreinte carbone, l'agriculture, l'étape agricole en fait de notre alimentation émet les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre et le reste sont les secteurs aval du système. Alors, pour brosser très très rapidement, parce que j'ai peu de temps malheureusement, les voies, on y reviendra dans le débat j'espère, les différentes voies pour tendre vers la neutralité carbone, qui est bien notre objectif d'aujourd'hui. Je montrerai simplement quelques éléments sur 3 points principaux. La question de la consommation alimentaire, donc comment il est souhaitable que cette consommation alimentaire évolue, pour des raisons nutritionnelles et pour des raisons environnementales. La question des pratiques agricoles, j'y reviendrai rapidement, et bien sûr la question aussi qui aujourd'hui est au cœur de l'actualité, la question des importations des denrées alimentaires et de leurs conséquences en termes de transport induit et comment ces choses-là peuvent éventuellement évoluer à l'avenir.
Je dois dire aussi que le travail que nous avons mené s'insère dans l'exercice Transition 2050 de l'ADEME. Donc il y a un certain nombre de scénarios et de résultats de scénarios que je vais vous présenter et qui sont une retranscription des scénarios Transition 2050 de l'ADEME et aussi de la SNBC, mais qui permettent de montrer les enjeux du point de vue du système agricole et alimentaire. Alors, sur la question de la consommation, Céline l'a rappelé ce matin, il y a vraiment une préoccupation qui est première, qui est la question de la nutrition, de la santé, et donc il est absolument nécessaire de chercher des synergies entre la santé et l'alimentation. Et donc, le premier élément qu'on peut noter, c'est que aujourd'hui, nous faisons face à des problèmes d'obésité, de surpoids que tout le monde connaît bien et qui malheureusement s'étendent, et qu'on constate une surconsommation des apports alimentaires journaliers. Bon, je vais parler trop vite et donc forcément en moyenne en permanence pour la population française. Donc on a une surconsommation en calories qui cause des dégâts du point de vue de la santé. On a une surconsommation aussi en protéines, ce qu'on sait moins. On consomme presque 2 fois trop de protéines par rapport aux apports recommandés. Donc on a une marge tout à fait importante sur justement la réduction de ces apports en protéines et notamment la réduction de la part carnée de notre alimentation. Si vous regardez sur la droite, c'est la consommation alimentaire solide, donc en dehors de toutes les boissons. Et sur cette consommation alimentaire solide, il y a un tiers qui vient des produits animaux, donc la viande en rouge et les produits laitiers essentiellement en rose. Et les 2 autres tiers sont des produits végétaux. Donc ça donne une idée de notre consommation aujourd'hui. Et sur la viande, nous sommes autour de 110 grammes par jour et par personne. Et cette question, bien sûr, va être débattue, j'imagine, dans cette table ronde. Et c'est encore plus pour le lait et les produits laitiers, puisqu'on est à plus de 200 grammes. Quelles conséquences des régimes alimentaires sur les émissions de gaz à effet de serre? Alors là, vous avez des résultats selon différents régimes alimentaires. Donc c'est des régimes qui existent dans la société, qui sont extraits d'une enquête Bionutrinet qui a été menée par un certain nombre de chercheurs nutritionnistes. Et là, vous voyez, c'est pas un scoop, que selon la part carnée du régime alimentaire, donc si on consomme plus de 170 grammes par jour et par personne, ou si on en consomme moins, 75, 30 ou presque pas dans un régime végétarien, évidemment, l'impact carbone de l'alimentation, du régime alimentaire lui-même est parfois divisé par 3 de l'un à l'autre ou même par 4. Je parlais tout à l'heure de la consommation actuelle. On est autour de 110 grammes par jour. On est quelque part entre la viande à 75 grammes et la viande à 170 grammes. Donc on est quand même sur une part très importante aujourd'hui de consommation carnée pour ce qui est de la population française en moyenne. Donc ça a 2 conséquences, c'est-à-dire que si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, bien sûr, il y a cette question de la part de la viande, parce que derrière, il y a des ruminants, vous le savez tous, et il y a de la fermentation entérique qui produit du méthane. Et puis, par ailleurs, il y a aussi quantité d'alimentation animale qui est nécessaire pour produire ces animaux. Et cette alimentation animale, c'est bien sûr des céréales qui doivent être produites, c'est des céréales ou des oléoprotéagineux qui sont fortement importés, des tourteaux de soja, etc. Donc, en réduisant la part carnée de l'alimentation, on réduit à la fois l'empreinte carbone et on réduit aussi les besoins de produits agricoles liés à l'alimentation animale qui sont aujourd'hui très importants. Dernier élément sur la consommation, c'est la question des pertes et des gaspillages. Ça a été l'objet d'une étude de l'ADEME, d'ailleurs, il y a quelques années, qui indique qu'à peu près, on est sur 10 millions de tonnes de pertes et gaspillages aujourd'hui en France chaque année, 10 millions de tonnes, dont seulement 20%, je crois, est transformé pour l'alimentation animale et 80% tout simplement est perdu. Donc cette question des gaspillages alimentaires est aussi intégrée dans les scénarios qu'on a fait avec l'ADEME, avec un objectif de réduction par 2 de ces pertes et gaspillages. Donc on a derrière, bien sûr, une demande de produits agricoles qui est modifiée. Et donc, ce qu'il faut retenir de cet aspect consommation et de ces 3 diapos que je viens de présenter, c'est qu'on doit interroger, on parlait de sobriété tout à l'heure, on doit interroger vraiment notre demande alimentaire de ce point de vue-là, c'est-à-dire en termes d'apport nutritionnel,
en termes de santé, de nutrition et aussi en termes environnementaux, c'est-à-dire comment on peut faire évoluer ces régimes pour qu'ils embarquent justement et ils induisent moins d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc le message quelque part c'est: peut-on produire moins, mais mieux, peut-être avec plus de valeur, mais c'est la première question, donc cette question de la demande et de la sobriété dont nous avons besoin. Ensuite, sur les autres points, c'est-à-dire sur les émissions de l'agriculture elle-même, là je vous indique très rapidement pour que vous ayez une idée, les émissions du secteur agricole. Donc ce sont des émissions directes, c'est-à-dire les émissions directement des exploitations agricoles. Donc il y a en jaune le méthane, qui vient essentiellement de la fermentation entérique des ruminants, dont je parlais à l'instant. Et puis il y a les émissions d'oxyde d'azote qui proviennent de l'apport en engrais azotés essentiellement, qui sont à l'origine d'un surplus d'azote et donc d'émissions de N2O aussi dans l'atmosphère, qui est un gaz à effet de serre important. Ensuite, sur les émissions indirectes, on a tout ce qui est mobilisé en amont de l'agriculture, on va dire, donc les consommations d'énergie souvent fossiles qui émettent du CO2, donc la fabrication des engrais azotés, la fabrication des intrants, fertilisants, produits phytosanitaires, etc., et dans une logique d'empreinte. Alors, quelles en sont les conséquences sur les émissions de gaz à effet de serre à long terme dans des scénarios, donc les scénarios, vous allez les reconnaître, de l'ADEME ou la SNBC faite en 2019. Donc sur cette partie agricole, en fait, selon l'évolution des régimes alimentaires, donc dans les scénarios coopération territoriale ou génération frugale, on a vraiment une division par 2 ou par 3 par carnet de l'alimentation, par 2 des produits laitiers, donc un peu plus faible. Donc forcément, derrière, on a les barres vertes, c'est-à-dire le CH4 qui diminue de manière substantielle. Et puis, on a aussi un changement de pratique agricole avec une augmentation de ce qu'on appelle la fixation symbiotique de l'azote, c'est-à-dire par des légumineuses qui sont en capacité de fixer l'azote dans le sol et de se substituer à l'apport d'engrais azotés minéraux. Et donc, on arrive à avoir une réduction significative dans ces 2 scénarios des émissions totales de l'agriculture à l'horizon 2050. Alors, un dernier point sur la question des importations et des transports. Ici, vous avez sur la gauche donc, la production agricole française pour les besoins intérieurs, donc pour la consommation de la population française. À chaque fois, c'est le périmètre de nos travaux. Et puis sur la droite, vous avez les importations. Alors, le grand disque, c'est les importations dans le scénario tendanciel dont Valérie Quignou parlait tout à l'heure, c'est-à-dire un scénario où le commerce international continue de progresser comme c'est le cas déjà depuis des décennies, donc y compris pour les denrées alimentaires, où on a donc des importations de l'ordre de 50 millions de tonnes. Et puis, à l'intérieur, j'ai choisi de présenter le scénario coopération territoriale où on a une réduction très forte par 4 des importations à l'horizon 2050. Rapidement, les éléments. Comment on arrive à diviser par 4 les importations dans ce scénario? Il y a bien sûr ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une certaine sobriété sur les besoins alimentaires, donc sur les productions agricoles, qui viennent soit de la consommation directement, soit du fait qu'on réduit fortement les besoins d'alimentation animale et donc les importations de tourteaux, d'oléoprotéagineux de manière plus générale, par exemple, ou des fruits, ou des produits tropicaux, etc. Et donc là, on réduit bien sûr nos besoins d'importation. Et puis, il y a un deuxième élément qui est la relocalisation, c'est-à-dire qu'on fait le choix, en fait, de tourner la production nationale vers le marché intérieur, donc quelque part de réduire les exportations, ce qui nous permet d'utiliser des terres en France pour produire et limiter les importations. Et donc cette relocalisation, en fait, qui peut être aussi d'ailleurs directe, c'est-à-dire on décide de prioriser des productions de fruits et légumes, par exemple, que jusqu'à maintenant on importe de manière massive, ça nous permet d'avoir une production agricole en France qui est maintenue, en fait, donc qui reste importante, autour de 150
millions de tonnes, mais on réduit de manière très importante les importations. Les conséquences sur le transport, parce que je dois terminer, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Alors sur les transports, évidemment, c'est quelque chose qu'on a cartographié de manière très précise dans ce projet CISAE que je vous présente aujourd'hui. Les grands disques sont le scénario tendanciel et le disque intérieur aussi est le scénario coopération territoriale, et on voit bien sûr que quand on divise par 4 les importations, on peut diviser par 8 les trafics internationaux induits par ces importations. Et donc, notamment, il y a un certain nombre de produits, comme les tourteaux oléagineux, j'en parlais à l'instant, qui ne sont plus importés parce que voilà, on a beaucoup moins besoin d'alimentation animale, ce que je disais tout à l'heure. Donc l'impact est tout à fait conséquent, et donc les consommations d'énergie et les émissions de CO2 pour les transports seront bien différentes. Dernière diapo. C'est simplement un résultat, on pourra y revenir, mais c'est donc l'empreinte carbone du système alimentaire en 2050 dans ces différents scénarios. Vous voyez qu'on était à 163 millions de tonnes, si vous vous souvenez tout à l'heure. Donc on a quand même, y compris dans le tendanciel, une baisse significative à cause d'un certain nombre d'efforts qu'on pourra discuter si vous voulez. Mais on a bien sûr une baisse significative sur les scénarios les plus sobres. Et simplement pour une dernière phrase pour dire que ces émissions de carbone, ces émissions de gaz à effet de serre issues de l'agriculture, donc qui est en vert aujourd'hui, elles deviennent extrêmement prégnantes dans le système alimentaire, mais c'est aussi celles qui deviennent le plus importantes, voire près de la moitié des émissions de carbone dans les scénarios tous secteurs confondus, transition 2050, c'est-à-dire que finalement le méthane et l'oxyde d'azote qu'on continue par des engrais azotés minéraux, qu'on continue d'utiliser même dans ces scénarios, deviennent la moitié des émissions de la France, de la population française en fait, à l'horizon 2050 dans ces différents scénarios. Donc c'est dire l'enjeu de l'agriculture dans cette affaire, à la fois en termes d'émissions de carbone, mais aussi en termes de puits. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Et oui, tout à fait, de puits de carbone, puisque dans les scénarios tout à l'heure présentés par Yori et Rogel, il y avait effectivement l'agriculture qui pouvait devenir non seulement neutre, mais positive. Donc, comment on y va? Alors, merci Karine Barbier pour cette présentation. Merci d'avoir planté le décor. Et comment on y va, et de façon juste pour tout le monde, y compris pour les agriculteurs. Ça aussi, ce sera voilà, l'enjeu de notre discussion. Alors pour ce panel, Sébastien Bouvatier est avec nous, adjoint au sous-directeur de la performance environnementale et de la valorisation des territoires au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Vous allez nous expliquer quelle est la feuille de route et comment concrètement vous allez accompagner tout ce secteur vers la transition zéro carbone. Céline Imard, merci aussi d'être avec nous. Vous êtes agricultrice dans le Tarn et présidente du comité de promotion communication d'Intercéréales, sous les feux de l'actualité en ce moment, j'imagine, c'est extrêmement tendu. Florence Pradier également, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de la coopération agricole. Vous nous expliquerez l'émission de la coopération agricole dans cette transition également. Alors pour commencer, Sébastien Bouvatier, racontez-nous tout. Comment ces enjeux se traduisent très concrètement dans le volet agricole de la SNBC? Alors c'était déjà un tout petit peu évoqué, mais quelle est la place surtout de la sobriété de ces changements très profonds d'usage et la rupture nécessaire? Bonjour à tous et merci de me donner la parole. Je ne sais pas, j'avais quelques diapositives, donc je ne sais pas si on... Vous appuyez sur le bouton vert, ça devrait fonctionner. Ok, super, très bien. Donc là, cette première diapositive, elle vous partage quelques éléments sur le volet agricole de la stratégie nationale bas carbone. Donc la part de l'agriculture, donc ça a déjà dit, à peu près une vingtaine de % des émissions qui sont comptabilisées en France, donc avec une logique un petit peu différente de la logique d'empreinte qui a été présentée, où là on est vraiment sur uniquement ce qui se passe sur le territoire français. Et donc à peu près 20% des émissions qui reposent sur l'agriculture. Et donc ce rôle un peu particulier qui a déjà été un peu abordé de l'agriculture, qui est à la fois une source d'émissions, mais aussi un puits important. Enfin, en fait, ce qu'on appelle le secteur des terres en général, c'est en fait quand on parle de l'agriculture, c'est l'agriculture à la forêt. Enfin, c'est un peu dans l'approche des politiques climat, on a cette approche globalisée des choses, et donc qui a aussi ce rôle très important de stockage de carbone et qui permet de faire l'équilibre, puisqu'il y aura toujours une partie d'émissions résiduelles, même sur le long terme.
Et puis par ailleurs, un secteur aussi qui est exposé aux effets du changement climatique, puisque les événements extrêmes, les perturbations du cycle climatique sont autant de perturbations et de difficultés auxquelles ont à faire face les agriculteurs. Donc on a un peu ces trois dimensions dans l'interaction climat et agriculture qui jouent très fortement. Donc sur le reste de la diapositive, ce que vous voyez apparaître, c'était que dans les émissions propres à l'agriculture, ce sont majoritairement des émissions qui sont non CO2, donc à travers le méthane, donc principalement donc essentiellement le secteur de l'élevage, et puis le N2O, le protoxyde d'azote, donc qui lui est plus lié aux pratiques de fertilisation. Et donc quand on voit l'équilibre, les petits points verts ou les petits points rouges que vous voyez à droite, c'est à la fois, on voit bien les points verts et les points rouges, c'est à la fois le vert, donc le rôle de captation de carbone que jouent les forêts et les espaces agricoles, en particulier les prairies, et puis d'autre part les effets d'émission qu'il peut y avoir, notamment sur des terres cultivées, mais aussi sur l'artificialisation, parce qu'il y a un enjeu aussi de protection. On n'a pas beaucoup abordé la question de l'artificialisation de terre, mais toute terre artificialisée, c'est une terre qui va de fait perdre beaucoup de carbone. Donc il y a un enjeu aussi de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers pour arriver à parvenir à nos objectifs. Donc, une fois qu'on a posé ce débat qui a déjà été un peu évoqué par d'autres, comment la stratégie nationale bas carbone aborde le sujet. Donc, ce qu'on voit, c'est que la trajectoire qui est prévue à ce stade, donc on parle de la SNBC 2, donc, ce qui est prévu, c'est une division à peu près par deux, enfin, plus précisément moins 46% des émissions qui relèvent de l'agriculture à horizon 2050. Et un point de passage à peu près à moins 20% à horizon 2030. Et sachant que donc, ça c'est la SNBC 2 et actuellement on commence à travailler aux prémices de la SNBC 3, donc qui doit être finalisée courant 2024. Donc il y a tout un processus de reprogrammation et de fixation d'objectifs pour l'État, qui va passer par la loi aussi à une phase antérieure, donc sur lequel on commence à travailler afin de s'aligner aussi au rehaussement de l'ambition qui a été décidé collectivement au niveau européen. Et donc, juste comme ça a été évoqué, ce qu'on voit, c'est que les émissions en agriculture, elles n'ont pas vocation à être à zéro en 2050, puisque les activités agricoles même, c'est-à-dire les processus biologiques qui sont en jeu pour la production agricole, ils sont émetteurs d'un certain nombre de gaz à effet de serre. Donc on l'a vu, la protoxyde d'azote, le méthane. Et donc il y aura toujours une part irréductible d'émissions dès lors qu'on maintient une production pour répondre en particulier en priorité aux besoins alimentaires de la population. Et compensé par l'effet puits carbone, pour que je comprenne bien. L'idée, effectivement, alors ce sont des sujets qui sont... Il y a un grand paquet climat qui est en discussion au niveau européen pour définir justement l'ambition pour le secteur des terres. Et l'idée, c'est bien effectivement d'arriver progressivement à ce que les émissions donc, du secteur agricole soient compensées, plus que compensées, par la fonction de puits, et qu'après donc le secteur des terres, donc agriculture-forêt, soit globalement un secteur qui soit négatif en émissions nettes, si on fait le bilan des deux. Donc avec là pour le coup des discussions qui sont encore en cours sur à la fois la date à laquelle on peut se donner cette ambition collectivement au niveau européen et comment on se répartit l'effort entre États membres. Parce que c'est voilà, donc ça, ce sont des négociations qui sont vraiment en cours. Et avec quel accompagnement, quelles aides, enfin comment on y va, quoi, j'imagine. Oui. Ouais. Après, peut-être sur la diapositive suivante, justement, après, il y a la question de comment est-ce qu'on décline ces objectifs très généraux en actions concrètes. Et donc, ça passe avant tout par l'identification d'un certain nombre de leviers importants. Donc, à la fois donc, sur les réductions des gaz qui sont les principaux, donc protoxyde d'azote, méthane. Et donc là, il y a plein de leviers qui sont techniques, qui sont effectivement d'ores et déjà disponibles. Il y en a qui ne sont pas disponibles, il y en a encore déjà plein qui sont disponibles sur lesquels on peut jouer, sur les pratiques de fertilisation, sur la place des légumineuses dans l'agriculture française, sur la gestion des effluents d'élevage, sur la gestion des élevages plus globalement, sur l'alimentation animale, etc. Donc on peut aussi bien évidemment jouer sur l'efficacité énergétique et sur le choix d'énergie qui sont faits pour faire fonctionner l'agriculture.
Et bien évidemment, il y a un rôle important aussi de l'agriculture comme producteur d'énergie, avec toutes les énergies renouvelables. On a parlé de séquestration de carbone dans les sols, mais aussi dans la biomasse. On peut bien évidemment aussi travailler, ça a été évoqué par Karine Barbier précédemment, sur le gaspillage, sur les régimes alimentaires. Et puis enfin, donc, là, de manière un peu plus transversale, il y a aussi plein de questions méthodologiques sur les inventaires, comment est-ce qu'on conduit les inventaires pour améliorer leur précision régulièrement et intégrer les dernières connaissances scientifiques dans la façon de les conduire. Donc après, un ensemble de leviers qui, en fait, sur lesquels, en face, il faut mettre des politiques publiques. Et c'est un peu donc je terminerai là-dessus et après on pourra peut-être rentrer plus tard dans la discussion dans certains aspects. Donc c'est l'objet du plan d'action climat défini par le ministère de l'Agriculture qui fait un récapitulatif. Donc c'est un document qui est relativement récent, il a à peu près 1 an, qui récapitule comment, à travers les différentes politiques publiques conduites par le ministère, on se saisit de ces différents leviers. Donc à travers la PAC, à travers les politiques sur nitrate, sur la qualité de l'air, l'économie circulaire, donc tout un tas de clés d'entrée différentes qui permettent de travailler sur les différents leviers identifiés et de faire évoluer le visage de l'agriculture, le visage du système alimentaire pour davantage répondre aux enjeux climatiques. Et avec une vision à long terme, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'injonctions un peu contradictoires ces 20 dernières années, donc là l'idée c'est d'avoir vraiment un cap, une boussole. Le cap, c'est vraiment le cap de la SNBC. Et l'idée dans les travaux qu'on fait, c'est de pouvoir à chaque fois ajouter des nouvelles mesures pour avancer. Parce que chaque mesure va apporter son lot d'impact, va apporter 1% de réduction, un demi%, etc. Et c'est en mettant bout à bout l'ensemble de ces actions, l'ensemble de ces politiques publiques que petit à petit, on converge vers l'atteinte de notre objectif. Chaque centième de degré gagné est important, hein, c'est ce qu'on a compris ce matin, donc allons-y. Merci, évidemment, on pourra revenir et il y aura certainement des échanges très riches entre vous. En tout cas, Céline Imard, vous êtes vraiment au cœur de toutes ces problématiques, vous les vivez chaque matin en vous levant, avec cette boussole évidemment qui vous préoccupe aussi du changement climatique et de l'urgence climatique. Comment on appréhende ce sujet-là quand on est agricultrice et en plus avec des fonctions chez Intercéréales? Dites-nous. Vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on a des leviers? Nous, on a plein d'idées dans la filière céréalière. Non, je voudrais juste commencer par me présenter. Moi, en tant qu'agricultrice, j'ai une exploitation qui fait des céréales et de la multiplication de semences, en partie en irrigué dans l'Occitanie, entre le Tarn et la Haute-Garonne. Donc moi, je fais du blé dur, je fais aussi du colza, je fais de la multiplication de pois protéagineux en semences, de luzerne, porte-graines, et je fais aussi en production de conso, du tournesol, du sorgho, et des semences de maïs. Voilà. Et Intercéréales, aujourd'hui, je suis là en tant que porte-parole de la filière. Alors, c'est vraiment la filière céréalière, c'est une interprofession qui est courte, c'est-à-dire que c'est la chaîne qui rassemble en fait tous les acteurs des céréales, depuis les producteurs, donc ce qui va être les producteurs de blé, de maïs et d'autres céréales aussi qui sont plus minoritaires dans leur production, qui va rassembler aussi les maillons de la collecte, donc les négoces et les coopératives, et ensuite tous les maillons de la première transformation qui vont valoriser la production. Donc les meuniers, les boulangers, les amidonniers, les malteurs, la nutrition animale. Donc ça, c'est Intercéréales, c'est un peu ça. Aujourd'hui, en termes de producteurs céréaliers purs en France, il y a 120 000 céréaliers purs. Si on rajoute les exploitations qui font de la polyculture élevage, qui est un système là aussi qui est assez plébiscité, qui peut avoir des avantages environnementaux et en termes de relocalisation de circuits courts qui sont très intéressants, et en termes de maintien aussi de certains paysages ou de certaines zones dans lesquelles il n'y a pas beaucoup d'autres activités. Là, si on ajoute les polycultures élevage, on est de 240 000 exploitations. Il y a beaucoup d'entreprises derrière qui sont liées à cette chaîne de valeur. Donc, c'est quand même aussi beaucoup d'emplois qui sont générés sur le territoire. Cette transition, on est déjà dedans. On est déjà dedans, mais je vais essayer de vous parler un petit peu aujourd'hui comment on s'adapte, et puis demain, comment on voudrait atténuer. Et puis ensuite, je vais essayer de vous parler des leviers que nous, nos idées. Comment on s'adapte au phénomène extrême, parce et ce que dont vous êtes on déjà... a besoin, ouais, oui, ouais, et puis ça. ce dont on a besoin aussi pour avancer, parce qu'on est producteur d'alimentation aujourd'hui, c'est une source de fierté, mais on est aussi fiers de pouvoir produire de l'énergie et de pouvoir nous engager dans cette transition pour atteindre la neutralité carbone, parce que ça fait partie de... Comme vous parliez très justement de boussole, mais c'est une fierté aussi de dire qu'on est contributeur à l'enjeu environnemental et écologique. Donc
le changement climatique, on le voit, on le subit, vous l'avez dit, on est presque les premiers à le voir parce on travaille avec le vivant, on est souvent dehors. Mais voilà, cet avancement des dates de récolte, tout ça, on le voit, ce changement des hivers hyper pluvieux. Moi, je vois avec le blé dur qui n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. Là, ça fait 3 ans qu'il passe l'hiver avec les pieds dans l'eau. On a des problèmes de levée maintenant sur des étés qui s'avancent de plus en plus, qui sont extrêmement secs. Enfin, tout ça, on le voit. Donc, il y a déjà des pratiques qu'on met en œuvre pour s'adapter au changement climatique. Donc, on en a parlé déjà, tout ce qui va être les pratiques d'agroforesterie, développement de cultures intermédiaires, énormément de couverts végétaux, parce qu'aussi derrière, on peut les valoriser sur le point de vue énergétique. Introduction de légumineuses dans la rotation. Voilà. Ce sont aussi des filières, des pratiques qui se mettent en place et sur lesquelles on en reparlera. On a besoin d'un accompagnement et d'aide, de recherche. Oui, j'allais dire d'une carotte, mais non, c'est pas peut-être le bon mot, mais voilà, qu'on soit vraiment, qu'on nous aide à nous engager dans cette transition, parce que derrière, il faut valoriser ces filières. C'est bien de faire de la luzerne, le porte-graines et autres, mais il faut qu'il y ait des acheteurs, un marché. On est aussi dans un contexte social, sociétal, financier, qui font que c'est pas toujours évident de tirer un revenu du métier. Donc, on a besoin aussi que ces filières-là, sur lesquelles on s'engage pour accompagner la transition, elles soient créatrices de valeur. Donc, cette adaptation, on est déjà dedans. Je voulais dire aussi que la recherche, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. On parle de la recherche fondamentale, mais on a aussi des instituts techniques comme Arvalis qui font de la recherche appliquée. On est très liés, nous, en tant qu'agriculteurs, avec eux. Ils ont des travaux qui sont assez pionniers sur la recherche appliquée. Si on parle de aujourd'hui, par exemple Phénomobile, donc c'est un système de serres en fait qui sont mobiles et qui vont reproduire en fait des microclimats. Et là, on va mettre des cultures à l'intérieur où on va voir tout ça pour anticiper le changement climatique, comment les cultures pourraient se comporter. Sur les mêmes plateformes identiques, on a un système de robotique qui est en train de se développer, qui est le robot Phénomobile, qui nous permet en fait par des systèmes de drones, de caméras, assez connectés, c'est très technologique, de voir l'état de santé des cultures au champ. Donc ça veut dire de réagir très vite, au plus près, et d'anticiper. Voilà. Le changement climatique, on a aussi l'adaptation par rapport à l'apparition de nouveaux ravageurs. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup ces dernières années. On a un flux d'importation et d'exportation qui est constant, et on a de plus en plus d'insectes, de ravageurs qui arrivent qu'on ne connaissait pas il y a 10 ans, il y a 15 ans, et sur lesquels quelquefois il y a la problématique des solutions aussi, parce qu'on en reparlera tout à l'heure dans les leviers, mais on a des politiques publiques d'un côté qui nous disent qu'il faudrait relocaliser la production pour les besoins des consommateurs français, mais à Bruxelles, on a quand même eu une tendance extrêmement lourde les 30 dernières années à multiplier la signature d'accords de libre-échange et à un petit peu saccager tout ce qui était les politiques de quotas, de stock qui tendaient à... Donc voilà, là aussi, injonction contradictoire des politiques publiques, on pourra, je pense, en reparler. Ça, c'était un petit peu la partie introductive et ce qu'on fait pour s'adapter. Moi, maintenant, ce dont je voudrais vraiment parler, c'est de la partie atténuation. On est conscient aujourd'hui, on l'a dit, que l'agriculture, elle est émettrice, mais la filière céréalière en particulier, c'est vraiment une chance qui a été reconnue. L'agriculture a été reconnue par la COP23 comme une source de solutions sur l'atténuation au changement climatique. L'initiative 4 pour 1000 qui a été lancée aussi montre très bien que ce rôle des sols, il est énorme, à la fois dans la captation, parce qu'un hectare de céréales capte du CO2 et qu'on sait que, ça a été dit un petit peu ce matin, qu'à partir de 2035-2036, le rôle de captation de la forêt française va complètement baisser et on sait que ce sont les grandes cultures qui pourront prendre le relais. Les grandes cultures à horizon 2035 pourront représenter 86% de stockage additionnel de carbone. Donc on a cette captation qui se fait par les céréales, par le mécanisme naturel de la photosynthèse, puis on a la chance aussi d'avoir les sols qui peuvent être une source de stockage de ce carbone. Et avec les céréales, on a de la chance aussi de pouvoir produire du grain, de l'alimentation, de pouvoir capter et stocker le carbone, mais aussi de produire de l'énergie renouvelable, de produire des biomatériaux, de produire du plastique. On a les amis Donnier qui sont à fond dans ces sujets, par exemple, dans la filière. Donc c'est vraiment, la céréale aujourd'hui, c'est un atout pour le carbone, pour réduire la dépendance au carbone fossile. Et c'est quand même ça un atout. Je sais que c'est contre-intuitif, souvent, quand on le dit, mais souvent, je prends l'exemple du maïs, qui est une plante que je fais. C'est valable aussi pour les autres céréales. Mais plus on va produire, plus on va pouvoir économiser des sols et être vertueux sur l'utilisation des sols, mais plus on va être intensif dans la production, plus la photosynthèse va fonctionner en captant le carbone, mais plus aussi on va pouvoir, par exemple, avec les déchets, la drèche du maïs, on va être capable de produire de la protéine végétale, alors qu'aujourd'hui on importe des millions de tonnes de tourteaux, de protéines végétales
Argentine, Brésil, OGM, etc. Et peut être aussi une source de production d'énergie renouvelable. Et c'est ça aujourd'hui qu'on est capable, nous, de faire en tant que filière, d'apporter en tant que filière. C'est une triple solution, à la fois au défi alimentaire, au défi environnemental et puis au défi énergétique, entre guillemets. Et donc, c'est une fierté pour nous à ce titre. Voilà, donc on peut produire plus à notre sens et produire mieux. Ce ne sont pas des injonctions contradictoires du moment qu'on est extrêmement clair sur quels sont les facteurs d'amélioration et pour ça on a besoin de leviers. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. La vision, elle est claire. Les voilà. solutions, elles existent. Vous les avez identifiées. Maintenant, comment on y va? Comment on y va? Comment on lève les fonds? Voilà. On est quand même déjà engagé dans le. On est quand même déjà monté. Accélère pour être en phase avec les enjeux et l'urgence climatique dont on a parlé. On est déjà quand même monté à bord du bateau. On a déjà parlé sur le maillon production de tout ce qui peut être vraiment l'amélioration des pratiques. Aujourd'hui, on a parlé de l'introduction des légumineuses, de l'agroforesterie, enfin voilà, de tout ce qui va être sur le maillon production. On a aussi, on sait qu'une des sources importantes en fait de notre émission va concerner les engrais et les engrais minéraux. Donc c'est pour ça qu'il est très important de développer des sources. Aujourd'hui, une plante pour produire, elle a besoin d'azote, elle a besoin de minéraux, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir améliorer l'empreinte carbone de ce sourcing, de ces achats d'engrais minéraux. Donc on a évidemment tout ce qui va être les composts, les engrais issus de l'élevage, les engrais naturels entre guillemets, qui peuvent être une source de diversification. Et puis, il y a quand même un saut technologique qui est envisagé aujourd'hui par les entreprises, notamment des entreprises comme Yara, enfin des fabricants d'engrais minéraux, qui sont aujourd'hui en train de tester très fortement, mais c'est très coûteux, des processus comme l'hydrolyse. Donc, de produire les engrais minéraux à partir d'hydrolyse, ce qui reviendrait à vraiment baisser, voire à terme éliminer tout ce qui va être l'utilisation d'énergie fossile et de gaz dans la fabrication d'engrais minéraux. Bon, ça, ce sont des choses qui sont révélatrices du fait qu'on a besoin aujourd'hui de la technologie, de l'innovation et de la recherche. Que ce soit pour notre sélection variétale, que ce soit, je vous parlais dans la partie engrais, on a besoin d'avoir ce maillon de recherche qui va nous aider à trouver des solutions. Et ça, c'est vraiment un engagement collectif on doit faire ce lien-là. On a aujourd'hui toute la partie logistique qui est extrêmement importante. Vous avez aussi très bien montré dans ce que vous avez dit que la logistique, le transport, c'est une part énorme en fait de ce que l'agriculture va émettre. Et aujourd'hui, on a sur la filière céréalière des engagements qui sont déjà forts en termes de multimodal notamment. On est un des premiers utilisateurs, si ce n'est le premier, de ferroviaire, de fluvial, pour essayer vraiment d'être moins dépendant au transport routier notamment. Pour ça aussi, on a besoin, je le prends à titre d'exemple, d'investissements financiers. La marche, elle est lourde à franchir. On a, par exemple, je prends un exemple, on a sur la filière céréalière, on a 7600 silos en France, donc qui permettent de stocker les récoltes, de les lotir, de répondre aux différents besoins du marché. On a des problématiques de pouvoir les lotir, de pouvoir gérer les insectes, de pouvoir permettre des systèmes peut-être par le froid. Enfin, voilà. Tout ça, ce sont des réflexions. De connecter ces 7600 silos au système multimodal, au ferroviaire, au fluvial, avoir des systèmes connectés qui permettent de baisser l'empreinte carbone. On sait que rénover ces 7600 silos, c'est 3 milliards. Voilà. C'est bien de faire des plans France Relance où on pense que le changement et la transition vers une agriculture neutre en carbone, c'est de rénover les pulvées. C'est très bien, mais ce n'est pas une vision suffisante. On ne renouvelle pas du matériel, ce n'est pas une vision pour dire on va baisser aujourd'hui l'empreinte carbone voilà. Ça en fait partie de pouvoir avoir des matériels qui sont plus vertueux, mais ce n'est pas une vision politique suffisante. On a aujourd'hui tous les maillons d'une chaîne sur lesquels il faut penser rupture technologique, amélioration des pratiques et investissement. Je voulais dire que quand même la filière est déjà engagée, toute notre filière minoterie, aujourd'hui la partie minoterie est engagée sur le zéro déchet. On a un engagement des brasseurs qui a été très fort en termes de biogaz, en termes de baisse de la consommation en eau. On a d'ici 2030 toute la partie des malteurs, donc qui transforment l'orge en bière, qui s'est engagée selon les secteurs et selon les entreprises, mais il y a une baisse de entre 20 et 60% de l'empreinte carbone en travaillant sur différents leviers. Donc aujourd'hui, cette optimisation, elle est là. Et il y a une vraie volonté aussi de décarboner nos transports. C'est-à-dire avec le bioéthanol, avec l'utilisation du colza, avec l'hydrogène. Enfin, tout ça sont des pistes sur lesquelles on a quand même des outils où on tend vraiment vers cet objectif-là. Comme je l'ai dit, il faut plusieurs choses pour ça. D'abord que
cet engagement il soit soutenu par une vision politique assez claire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à l'agriculture, on peut demander beaucoup de choses à l'agriculture et à la filière céréalière, mais il faut lui en donner les moyens, mais il ne faut pas que les injonctions soient contraires entre, notamment, par exemple, je parlais de la volonté de relocaliser les productions et le fait qu'on est de plus en plus soumis à des échanges très ouverts et sans mécanismes de protection qui ne sont plus à l'ordre du jour. Il faut aussi voir peut-être, je dirais pas un discours de vérité parce que ça fait très moralisateur, mais on a besoin que cette transition elle puisse être viable pour nous et on a besoin d'être rémunéré pour ça. C'est d'ailleurs quelque chose d'essentiel dans le label bas carbone qu'on a construit, nous, en tant que filière céréalière et Oléopro. On a un label bas carbone aujourd'hui qui est en train d'être organisé, qui a été validé, reconnu par le ministère de la Transition écologique et où on espère se connecter au marché du carbone pour que les agriculteurs qui s'engagent dans des pratiques vertueuses et qui vont avoir un bilan, un diagnostic et une amélioration qui fait qu'ils vont capter et stocker plus, puissent être rémunérés pour ça en connexion avec le marché du carbone. Ça, c'est l'exemple d'une initiative d'une filière qui se met en marche. On espère beaucoup de ça, parce qu'aujourd'hui, la rémunération des services environnementaux rendus, l'agriculteur en a besoin. Il en a besoin financièrement sur son exploitation et on en a besoin aussi en tant que source de reconnaissance et de fierté de ce qu'on fait. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment cette vision politique et le fait de pouvoir avoir un incentive à améliorer ses pratiques. Et puis, cette histoire du prix, c'est à la fois des compléments de prix qu'on peut trouver, par exemple, sur l'initiative Label Bas Carbone, mais c'est aussi une vraie question face aux consommateurs. On a besoin de filières qui sont créatrices de valeur, et à terme, il faut que ce soit toute la chaîne jusqu'au consommateur qui peut-être, même si c'est un contexte difficile d'inflation, etc., qui va devoir au final se rendre compte que pour une alimentation relocalisée, de qualité, et qui s'engage encore plus et encore plus loin dans les transitions et dans des systèmes vertueux, il va peut-être falloir à un moment pouvoir aussi payer le prix que ça vaut. Voilà, c'est un débat que je Voilà, il y a la grande distribution aussi. Enfin, je veux dire, on peut... Ce sera un peu trop court pour cette table. Voilà, en tout cas, voilà, on est engagé vraiment dans cette transition. On a besoin d'avoir une vision politique claire, des outils de recherche et d'innovation extrêmement forts et de l'investissement aussi pour nous aider à grimper cette marche. Merci beaucoup pour ce témoignage, plus qu'un témoignage. On voit que c'est très, très engagé. J'attends vos questions, hein. N'hésitez pas. Alors, dans la salle, vous poserez vos questions en direct, mais à distance, comme vous êtes très nombreux à être connectés aussi, n'hésitez pas. Il y en a déjà quelques-unes. Oui, il y en a quelques-unes. Alors, Florence Pradier, merci également d'être avec nous. Peut-être avant de parler d'expérimentations qui vont là aussi dans le bon sens, présentez-nous la coopération agricole. De quoi s'agit-il ? Bien, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très très heureuse d'être là parce que c'est un sujet qui nous prend aux tripes à la coopération agricole. Et la coopération agricole, d'abord, qui sommes-nous ? Alors, la coopération agricole, c'est la maison des coopératives agricoles. Et les coopératives agricoles, ce sont les entreprises des agriculteurs. Elles ont un statut particulier. Et en France, on a la particularité d'avoir énormément de coopératives, donc des entreprises qui produisent, collectent, récoltent, transforment, mais surtout commercialisent, puisque c'est ça le statut d'une coopérative. C'est une entreprise à qui un agriculteur confie la transformation, la vente de sa production. On en a 2300 en France dans tous les secteurs, que ce soit le secteur céréalier, c'est 70% du secteur céréalier, ce sont des coopératives agricoles qui agissent et qui opèrent, qui sont un maillon de la chaîne. On est membre d'Intercéréales d'ailleurs sur ce sujet, mais dans le secteur porcin par exemple, c'est 93% de la production porcine qui est organisée en modèle coopératif. Alors, c'est ce qui rentre et ce qui sort de l'exploitation. Alors, c'est ce qui rentre, c'est ce qui sort de l'exploitation. Mais pas ce qui rentre. Alors, il peut y avoir aussi des coopératives dites d'approvisionnement, voilà, c'est-à-dire des agriculteurs qui se mettent ensemble pour acheter en commun un certain nombre de produits et donc, quelque part, améliorer la compétitivité ou la rentabilité. Voilà. Le fondement même d'une coopérative, c'est se mettre ensemble pour faire mieux. Donc, quand on a cet objectif-là et cet enjeu-là, et donc ce sont des coopératives qui sont nées il y a souvent, dans certaines régions, on les appelle les filles de la misère, elles sont nées de situations qui étaient inextricables et où des gens se sont mis ensemble pour arriver à s'en sortir.
Une fois que j'ai dit ça, aujourd'hui, les coopératives, il y en a 2300, ça représente à peu près 40% du secteur alimentaire, hein, des marques connues, Yoplait, Florette, sont fabriquées aujourd'hui par des coopératives. Donc les agriculteurs ont été jusqu'à la transformation des produits et vous avez à peu près 40% des produits qui sont dans les linéaires qui sont fabriqués par des coop. Ça veut dire qu'il y a une origine qui est extrêmement territoriale. À peu près 3 agriculteurs sur 4 sont en coopérative ou travaillent au sein d'une coopérative, associés à une coopérative. C'est des entreprises démocratiques. Hein. Le pouvoir s'y exerce, c'est un homme, une voix. Ce n'est pas un pouvoir où ça descend, mais c'est bien, ça vient bien du terrain. C'est quand même un point important à signaler parce que par rapport au sujet des transitions, auquel on est en train de faire référence, hein, et dont on parle, eh bien, c'est des outils qui sont capables de faire bouger beaucoup de monde. Elles sont créées par le terrain, on va dire, et elles agissent sur le terrain. Donc, s'il y a des choses à faire ou des transformations à faire dans leur mission, il y a aussi celle d'accompagner le monde agricole dans ces transformations. Il y a beaucoup de conseillers qui appartiennent aux coopératives et qui vont déployer, qui vont épauler, appuyer l'agriculteur et lui faire connaître, je dirais, peut-être des nouvelles pratiques, peut-être le faire accéder à la partie digitalisation. Enfin, on a beaucoup de choses aujourd'hui qui se déroulent dans le cadre du carbone, avec des bilans carbone qui sont réalisés dans les exploitations. C'est fait par des coopératives, c'est pas fait que par ça, c'est fait aussi par des chambres d'agriculture, mais les coopératives ont un rôle dans cet accompagnement qui est majeur. Dans la mise en œuvre de la feuille de route de Sébastien Bouvattier, par exemple, ça peut être un levier important. Exactement. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est un levier, mais en tout cas, on va avoir un rôle à jouer et les coopératives vont avoir un rôle à jouer sur le sujet, compte tenu de l'ampleur qu'elles ont, à la fois dans le champ agricole, mais aussi dans le champ agroalimentaire. Maintenant, je voudrais juste remettre l'église au milieu du village. Je pense que c'est très important qu'on parle de chiffres précis. Quand on parle d'agriculture et d'émissions de carbone, 19% qui sont émises par le secteur agricole, il y en a aussi 19% qui sont émis par le bâtiment, 30% qui sont émis par le secteur du transport, 10% par le secteur de l'énergie, 3% par les déchets. Donc en fait, c'est-à-dire que c'est juste pour bien relativiser le poids de l'agriculture et 18% par le poids de l'industrie. Je crois que c'est la diapositive qui était avant, celle que vous avez présentée, dans la partie, dans la comptabilité en fait par secteur des émissions carbone. Donc c'est sûr que quand on regarde l'alimentaire prend à lui tout seul un petit bout du transport, toute la partie agricole, ou une grosse partie de la partie agricole, et puis un petit bout de la partie industrie. Donc nous, on a, en tant que coopérative, à travailler sur tous ces sujets, sur tous ces enjeux-là. Quand on dit de quoi parle-t-on et par rapport aux différents leviers, je pense que c'est important qu'on se dise il y a des questions d'émissions de carbone, donc tout ce système-là, c'est-à-dire voilà, tout le système alimentaire, et j'irais même au-delà de l'alimentaire, parce que dans les coopératives, vous avez aussi des fabrications de matériaux biosourcés, donc là, on part du coup sur dans un autre univers, qui est celui du bâtiment, qui peut être celui de l'automobile. Donc on a ça, et puis on peut aussi aller dans l'univers de l'énergie, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fabrication d'énergie. La méthanisation est quelque chose qui se développe en France et qui vise à sortir des énergies fossiles et à les remplacer par des énergies renouvelables. Quand on dit de quoi parle-t-on, on parle d'émissions à réduire, on parle de captation et on parle aussi de conversion. Sur les émissions à réduire, pour l'ensemble du secteur alimentaire, on est aujourd'hui à 100, à peu près, 100 millions de tonnes d'équivalent CO2, c'est-à-dire quasiment 25%. Je suis tout à fait en accord avec les chiffres qui ont été présentés. Donc on a à peu près 100 millions. Il va falloir qu'on 100 millions de tonnes. Il va falloir qu'on baisse de moins 20% à horizon 2030 et de moins 40 à horizon, au moins 50 à horizon 2050. On parle de captation aussi, vous avez montré les puits de carbone. Sur les puits de carbone, la captation, elle est de 30 millions de tonnes. Il va falloir qu'elle augmente et qu'elle monte jusqu'à 80 millions de tonnes. C'est-à-dire qu'on doit faire quasiment un x3. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'on augmente la captation du carbone et il faut qu'on réduise les émissions. On a besoin de jouer sur ces deux leviers. Il y a un troisième levier dont on ne parle jamais et qui me paraît quand même intéressant à voir, c'est que l'agriculture, en tout cas les produits issus de l'agriculture, peuvent, par exemple,
remplacer l'isolant plastique de l'intérieur d'une Mercedes. Ça existe. On a aujourd'hui des coopératives dans le lin qui s'en occupent. Et ça, c'est pas du tout comptabilisé dans les bilans carbone. C'est-à-dire que le fait qu'on remplace ou qu'on substitue un produit renouvelable par quelque chose qui ne l'était pas, ne fait pas partie du tout des équations carbone qu'on voit aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est un point qu'il faudra quand même qu'on traite un jour. C'est la question de la calculette. Parce qu'en fait, c'est très bien de dire que l'agriculture émet beaucoup, mais en fait, l'agriculture est aussi capable de convertir des émissions qui sont faites par d'autres secteurs et de les remplacer par des choses qui seraient beaucoup moins carbone émissives. Et si c'est moins carbone émissif, ça fait pas partie du... On n'est pas capable de comptabiliser ça. C'est une question de logiciel dans une calculette. Voilà. Et donc ça, c'est quand même un point qui me paraît important à rappeler. Voilà. Maintenant, vu le temps qui nous reste, peut-être passer à des actions très concrètes, parce que vous mettez en place des expérimentations qui peuvent aussi faire avancer, réduire l'impact carbone. Et en particulier, vous aviez l'exemple de la luzerne qui est assez emblématique. Est-ce que vous voulez nous en dire 2 mots? Oui, en fait, très rapidement. Est-ce que ça peut bouger? Alors, donc, j'ai dit qui on était, j'ai dit de quoi est-ce qu'on parlait. Maintenant, on va essayer de parler un peu devant nous. Et est-ce que ça peut bouger? Oui, ça peut bouger. Je vais citer 2 exemples. Celui de la luzerne, effectivement, qui est une toute petite filière chez nous, mais qui est très charbon dépendante. La luzerne, en fait, ce sont surtout des entreprises qui dessèchent, qui doivent déshydrater de l'aliment qui, derrière, est source de protéines pour les animaux. Ça évite les importations de soja et tourteaux de tournesol. Mais cette luzerne-là, pour qu'elle soit consommable toute l'année, on est obligé d'enlever l'eau. Sinon, elle moisit. Elle fait comme ce que vous avez dans vos composts, c'est-à-dire pas grand-chose. En tout cas, c'est pas utilisable. Donc, pour déshydrater, on est obligé de sécher. Pour sécher, l'énergie principale qui était utilisée en 2000, c'était du charbon. Voilà. Donc, les luzerniers déshydratent aussi les drèches de betterave. C'est-à-dire une fois qu'on a retiré la partie sucrée de la betterave, eh bien, on a quand même un résidu qui est réutilisé en alimentation animale. Pour pouvoir le réutiliser, il faut qu'on le sèche. Les luzernes, donc la déshydratation, les entreprises ou les usines de déshydratation ont décidé dans les années 2000 de commencer à s'attaquer au sujet de leurs émissions de gaz à effet de serre et notamment de la conversion de leur mix énergétique. À l'heure où je vous parle, entre 2005 et 2022, entre le moment où ils ont pris des engagements de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre produites par ces usines-là, et aujourd'hui, ils ont fait un moins 70% d'émissions. Et là, je vous parle bien du premier volet, qui est celui de réduire les émissions. À l'échelle industrielle, c'est un secteur qui, en changeant les bus de chauffe qui sont devenus bois compatibles, donc ils ont changé leur mix. Aujourd'hui, ce sont des énergies renouvelables qui servent à sécher, c'est-à-dire qu'ils utilisent des résidus forestiers pour pouvoir sécher et déshydrater. Ils sont passés à moins 70%, leur objectif c'est de passer à 0. Et ils vont y arriver. Mais simplement, ça leur a pris 20 ans. Ça a demandé beaucoup d'énergie pour essayer d'avoir des investissements. Et je vais vous expliquer quand même, il me paraît important d'expliquer quelque chose. Quand vous avez le prix du charbon qui est à 10 et le prix du bois forestier qui est à 50, et que vous êtes sur un marché international où la luzerne, vous pouvez aller l'acheter n'importe où, et où si elle est fabriquée avec du charbon, elle va apparaître pour les éleveurs à 20 € au lieu 20 € source charbon au lieu des 30 que vous êtes capable de faire avec source bois. C'est pas les bons chiffres, mais c'est pour vous donner des ordres de grandeur. Évidemment, ce qui va être acheté, c'est celle qui est source charbon. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une exploitation, vous avez une comptabilité et une taxe carbone qui prend en compte. Sauf à avoir, exactement. Et donc là, on rentre dans des mécaniques qui sont beaucoup plus vastes, mais la luzerne a réussi, et je pense que l'ADEME a accompagné aussi, à avoir justement une mécanique qui permet de compenser le différentiel de coûts énergétiques. Oui. Et donc il faut compenser. Solution qui peut être intéressante à démultiplier sur d'autres types d'entreprises et d'usines. Merci. Sébastien Bouvatier, vous avez aussi des exemples concrets d'expérimentation. Je me suis levée ce matin en allumant la radio, j'ai entendu le mot d'agroécologie. C'était le premier mot de la journée. Je me suis dit, ça commence bien. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots et nous parler d'expérimentations très concrètes que vous soutenez et qui vont dans le bon sens? Oui. Donc effectivement, l'agroécologie, c'est une partie des... Enfin, c'est on va dire
l'idée générale de l'agroécologie, c'est de faire qu'on puisse avoir des processus agricoles qui utilisent au maximum et mobilisent au maximum les phénomènes naturels, et ce qui leur permet de réduire leur dépendance, grosso modo, à des entrants extérieurs. C'est un peu ça, de manière très, on va dire, rapide, ce que c'est de l'agroécologie. Et donc, ça permet généralement, donc, de fait, en diminuant l'usage d'intrants externes, qui sont souvent, pour leur production, ont nécessité beaucoup d'émissions, et qui peuvent aussi, dans l'utilisation, générer des émissions. Donc, va permettre de réduire l'impact climat des pratiques en agriculture. Donc, donc, forcément, c'est un type de pratique qu'on cherche à favoriser dans l'agriculture. Donc on a parlé, vous avez évoqué les questions de légumineuses, d'évolution des rotations, etc. Donc, qui permettent de jouer aussi sur la façon. Vous avez parlé aussi des sources alternatives de fertilisation. Donc tout ça, ce sont des différents types de pratiques qui permettent de justement revoir un peu la façon dont on conduit l'agriculture. Je pense qu'après, il ne faut pas non plus opposer les choses, c'est-à-dire que vous avez aussi évoqué des solutions très technologiques, qui relèvent plus de l'agriculture de précision, et ce n'est pas l'un contre l'autre, ce n'est pas l'un ou l'autre, je pense que c'est vraiment l'un et l'autre. Et on a vraiment besoin des deux pour arriver à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés collectivement. Et d'ailleurs, c'est un peu aussi les propos du GIEC qui identifient bien ces deux leviers, avec peut-être un petit peu plus de marge sur la partie agroécologique, mais grosso modo, il faut vraiment travailler les deux aspects concomitamment. Peut-être pour rebondir un peu sur des choses qui ont été dites, il a été fait référence au label bas carbone, et par rapport à la fois au fait que cette question de besoin de l'accompagnement, c'est aussi ce besoin aussi pour l'agriculteur de rester maître de ses décisions sur ses choix techniques, ses choix d'entreprise. Peut-être parler un peu plus de ce label bas carbone, donc, qui est en fait un cadre de certification qui permet à des agriculteurs de valoriser leur engagement par le climat. Donc ils vont faire un peu déjà un bilan de leurs émissions, ce qu'elles sont à un instant T, identifier les différents leviers, à la fois relevant de l'agroécologie, mais aussi de paris plus technologiques, on va dire, et de se faire un peu un programme d'action pour quelques années qui va leur permettre d'améliorer leur performance et donc de valoriser ça, notamment en vendant des crédits carbone. Donc, et ça, on a essayé de le promouvoir. Bon, à la fois, on accompagne c'est un label qui a été mis en place par l'État, donc déjà à l'origine, et puis même dans son développement, et on a profité notamment du plan de relance et donc des crédits France Relance pour mettre en place des bons diagnostics carbone qui permettaient donc d'impliquer des agriculteurs volontaires pour faire un diagnostic, définir un programme d'action et avec le rôle effectivement des conseillers. Et donc là, effectivement, il y a le rôle très important à la fois des champs de l'agriculture qui ont été cités, mais bien évidemment de la coopération agricole qui peuvent aussi jouer un rôle très très fort en fait, d'accompagnement auprès des agriculteurs. Donc ça, c'est un petit exemple parmi plein d'autres. Et il y a une question qui nous rappelle que effectivement penser globale, c'est bien, de Thomas qui nous dit on parle beaucoup de carbone, en même temps c'est le thème de la journée, mais c'est difficile de ne pas parler de biodiversité dans ce cadre, et comment la préservation de la biodiversité peut être prise en compte dans cette avancée vers la neutralité carbone. Voilà, comment ne pas oublier. Vous pouvez avoir une réponse en commun. Peut-être juste alors, si on se rapporte on va dire on a une chance par rapport au sujet climat et biodiversité, c'est que si on se réfère au rapport du GIEC, spécifiquement sur le secteur des terres, qui date d'il y a quelques temps, on a globalement une situation de synergie entre des pratiques favorables au climat et des pratiques favorables à la biodiversité. Donc, je vais dire... Alors, ce n'est pas à 100% vrai, mais globalement, on a une majorité de pratiques qui vont être favorables au climat, qui vont être aussi favorables à la biodiversité. Donc, de fait, on peut d'une certaine manière faire d'une pierre deux coups. Et dans la conception de nos politiques publiques, on a évoqué, là, si je reste sur un peu le même exemple du label bas carbone, il y a cette question dans le label bas carbone des co-bénéfices, c'est-à-dire on suit aussi un certain nombre de paramètres au-delà de la variable climat, qui permettent donc de notamment donner des garanties sur la biodiversité.
Oui, Céline Imard. Alors, j'allais dire la même chose, mais en fait, en termes un peu plus concrets, c'est que nous, quand Eh ben, très on bien. allonge nos rotations, quand on diversifie nos assolements, quand on replante des haies, quand on fait de l'agroforesterie, quand on fait des couverts intermédiaires, quand on a des solutions qui nous sont portées par les techniciens à Valis avec des auxiliaires de culture. Je rappelle que le maïs, aujourd'hui, c'est quand même le premier qui a utilisé la lutte intégrée de manière complètement, mais les trichogrammes, aujourd'hui, c'est la lutte contre la pyrale et la sésamie. C'est quasiment la seule solution de biocontrôle qui est utilisée partout en France, par tous les agriculteurs qui font du maïs. Pourquoi ? Parce que ça ne coûte pas plus cher que la chimie et parce que c'est possible de le déployer sur des termes humains, etc. Donc, en fait, toutes ces pratiques-là qu'on utilise aussi pour la neutralité carbone au niveau de planter des bandes enherbées, de faire des jachères fleuries, enfin, toutes des choses qui sont déjà mises en place au niveau de nos pratiques. Je parlais de la problématique des silos avec les insectes. Ce sont des choses qui, de manière hyper corrélée, vont être aussi bénéfiques à la biodiversité sur l'ensemble de la filière. Et c'est une bonne question parce qu'il ne faut pas réfléchir en silo. Le carbone, c'est une priorité, c'est une politique, on y va. Mais il y a aussi, il ne faut pas réfléchir de manière saucissonnée. C'est très important de voir aussi toute la partie sociale, toute la partie environnementale dans sa globalité sur ce genre de sujet. Vous n'hésitez pas si vous voulez ajouter un point, Karine, bien sûr. Oui, Oui, bien sûr. Moi, je rejoins ce que vient de dire M. Bouvatier. C'est vrai qu'il y a une vraie synergie entre les questions de biodiversité et les questions de climat. Et j'ai envie de dire aussi, quelque part, du point de vue de la résilience de l'agriculture, c'est une question fondamentale, puisque on est malheureusement très importateur en fait des intrants, y compris de l'agriculture, donc que ce soit les engrais azotés, phosphatés, les produits phytosanitaires, y compris les matériels agricoles, etc. Donc il y a énormément d'intrants qui sont en fait importés, et donc quelque part qui sont menacés par des problèmes tout simplement de crise comme on l'a vu pendant le Covid, etc. Et d'autre part, en fait, à ma connaissance, les consommations de produits phytosanitaires, peut-être vous pourrez me confirmer, ou les produits, les pesticides, etc., continuent d'être utilisés à un très haut niveau en France, quoi, en fait. Et donc, voire même en augmentation pour certains. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quelque part, il y a effectivement une volonté qui est affichée, mais c'est vrai qu'il faut qu'on donne les moyens, effectivement, à ce secteur agricole pour qu'il trouve des solutions alternatives qui soient accompagnées pour que vraiment ces intrants qui sont autour des produits phytosanitaires et des pesticides puissent être vraiment baissés de plus en plus. Alors, il y a la question de la matière organique dont on parlait tout à l'heure, en fait, de l'importance du puits de carbone que peut être notamment les prairies permanentes, mais aussi les cultures. Et là encore, jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à franchir ce cap, c'est-à-dire comment on fait pour vraiment augmenter la matière organique dans le sol et donc faire en sorte que les cultures et les grandes cultures soient des puits de carbone. Donc là aussi, il y a toutes les pratiques qui ont été évoquées, mais la question, c'est vraiment effectivement comment on passe à l'action et comment on permet, que ce soit par la politique agricole commune, que ce soit par les accords internationaux, que toutes ces politiques qui permettent vraiment de changer, de bifurquer, parce que malheureusement aujourd'hui, je crois qu'on n'y est pas encore, quoi. On n'est pas en train de se dire c'est maintenant qu'on y va, qu'on passe la première vitesse et puis qu'on actionne le changement. Le changement, il est déjà à l'œuvre. Donc dans toutes nos filières, dans toutes nos entreprises, dans toutes nos pratiques. Dans tout ce que vous décrivez sur la matière organique, les pratiques vertueuses, ce sont déjà des transitions qui sont engagées depuis un certain nombre d'années. La vraie question, c'est comment on fait qu'aujourd'hui ces leviers ont un réel impact sur les chiffres. Si je reprends les produits phytosanitaires, ils sont en diminution sur les dernières années. Ce sont les chiffres du ministère de l'écologie. Et c'est ce qui est surtout intéressant à noter dans la consommation de produits phytosanitaires, c'est qu'aujourd'hui les produits homologués en bio et les produits de biocontrôle représentent quasiment 30% des ventes. Et ce chiffre est en constante augmentation. Ce qui veut dire que les produits phytosanitaires homologués en bio et non issus de la chimie de synthèse, quand ils existent, quand on les montre aux agriculteurs et quand ils sont accompagnés pour les utiliser, ça marche. Et la preuve, c'est que les ventes augmentent. Bon, après, il y a principalement sur le maraîchage, ça va être du cuivre, du soufre, des métaux lourds qui permettent d'éviter la chimie de synthèse. Donc ça aussi, ça pose quand même question. Mais après, partout, il y a des solutions que la technologie, que ce soit sur la variété des semences ou que ce soit vraiment sur les intrants, partout où il y a des solutions de biocontrôle que la recherche nous met à disposition et qu'on peut utiliser raisonnablement en termes de déploiement humain et en termes financiers, on le fait. Donc on n'est pas en train de se dire on va démarrer la voiture et enclencher la première. On le fait déjà.
Peut-être un point en lien avec l'Europe, puisqu'il y a une stratégie européenne qui s'appelle la stratégie de la ferme à la fourchette. Alors justement, il y a une question là-dessus d'ailleurs. Et il y a des stratégies qui sont aussi des stratégies biodiversité qui ont des obligations et des objectifs très, très arrêtés. Réduction de 50% des produits phytosanitaires, réduction de 20% des produits des intrants et des engrais. Donc il y a des choses qui sont très précises et qui sont édictées par l'Europe. Les premières mesures ou les premières évaluations qui ont été faites montrent que ça va conduire l'Europe en général à baisser sa production et donc à augmenter sa dépendance alimentaire à d'autres pays à qui on n'impose rien. Et en fait, c'est ça le sujet que moi je voudrais amener sur la table aujourd'hui, c'est que tout ça c'est possible et qu'on peut être dans l'injonction et que tout le monde a bien envie d'avancer, mais il faut que tout le monde soit aligné sur les mêmes objectifs. Quand on a une montagne à franchir avec des tongs, puisque c'est un peu ce qui est demandé aujourd'hui au monde agricole, eh bien, on est obligé, je dirais, d'avoir des équipes autour de soi pour avancer. Et dans les équipes qu'il y a autour de soi, il y a l'administration. Il y a évidemment aussi les politiques, et les politiques qui peuvent être faites, parce qu'on est quand même en France, et je vais faire référence aux produits phytosanitaires, les champions du monde. Enfin, il ne faudrait pas qu'on le devienne sur le carbone, mais sur d'autres produits, on est des champions du monde de la sécurité alimentaire, on est des champions du monde des produits phytosanitaires qui sont interdits chez nous et qui sont autorisés chez nos voisins européens, alors que les produits circulent librement. Ça conduit quoi? Ça conduit à, c'est très bien, on ne produit pas chez nous, mais par contre, on continue à consommer les produits qu'on ne veut pas, on continue à mettre dans les rayons des produits qu'on ne veut pas voir produits chez nous. Il y a des injonctions et il y a des choses qui sont économiquement non viables et non durables. Et donc, c'est bien ça qu'il faut qu'on arrive à gérer. C'est d'une part cette cohérence d'ensemble. Exactement, la cohérence et la durabilité de ces injonctions-là. Elles ne peuvent pas être dissociées de questions économiques, de barrières qui seraient mises aux frontières de l'Europe, de règles du jeu qui seraient communes entre les différents pays européens. Il y a toute une série de mesures et de choses qu'il faut qu'on mette en place et tout de suite, mais où tout le monde est bien aligné sur cet objectif et où on regarde, on n'a pas des effets pervers. Les effets pervers aujourd'hui, peut-être un exemple très simple. Un exemple, on est à la mairie de Paris. Je vais prendre c'est intéressant. La mairie de Paris et l'ensemble des collectivités, il y a une injonction politique qui a été donnée de dire on veut dans les cantines plus de produits bio, plus de produits durables. Très bien, puisqu'on a beaucoup de produits qui viennent du Brésil et d'ailleurs, parce que le prix des repas dans les cantines, il est extrêmement faible. Et à 1,20 € ou à 1 € le prix du repas, le coût de la matière première est extrêmement faible. On est incapable. On est obligé d'aller chercher des produits. Donc, importés, j'entends. Et pas forcément durables. Du coup, c'est les fermes de 1000 vaches ou les fermes de 500 000. Et ça, c'est pas grave. On le regarde pas. C'est pas, voilà, on va demander à nos agriculteurs des choses, mais par contre, ce qui est dans les cantines, on le regarde pas. Alors, on a décidé de le regarder. Les politiques ont pris cette décision-là. Mais en fait, dans les appels d'offres aujourd'hui, il n'y a pas 1 € de plus qui a été donné ou qui est mis dans les budgets, ce qui est quand même un sujet. C'est-à-dire que ce que j'appelle cohérence des politiques publiques, c'est aussi bien que ça descende au niveau entre la politique, la décision politique nationale et les collectivités territoriales. Penser qu'on arrivera à alimenter les cantines avec des coûts matières qui sont à 0,70 centimes le plat, c'est pas acceptable, j'ai envie de dire. Donc c'est même pas compris. Oui, Sébastien Bouvatier, comment mettre plus de cohérence dans l'ensemble de ces politiques, justement? Effectivement, enfin, là, on a parlé beaucoup d'importation, d'accords commerciaux, de relations commerciales avec nos partenaires. La question, c'est un peu la question de la réciprocité des normes. C'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui déjà dans les accords de libre-échange des chapitres sur les questions environnementales et un certain nombre d'exigences, donc qui offrent déjà un certain nombre de niveaux de garantie dans la façon dont sont conduites les échanges, à la fois d'un point de vue sanitaire, environnemental, etc. Enfin, il y a d'autres préoccupations que les seules préoccupations environnementales. Mais au-delà de ça, effectivement, il faut probablement qu'il y a des instruments ou des politiques à construire ou à développer sur ce sujet. Et c'est déjà le cas en vérité. Aujourd'hui, on a en cours de négociation un texte sur la lutte contre la déforestation importée. On a un projet de taxe carbone aux frontières européennes. Donc tous ces instruments, ils sont en train de se développer, de se construire, de se compléter. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir faire un jeu à armes égales entre les agriculteurs de part et d'autre des frontières et qu'il n'y a pas de
de découragement ou de primes à ceux qui font moins, surtout. C'est sur ça qui est le plus terrible. Donc ça, c'est voilà, il y a vraiment un mouvement je pense que le petit public qui est vraiment en cours de construction, de consolidation pour répondre à cet enjeu. Ce que je voudrais souligner par là, c'est on parle de la taxe carbone aux frontières, on parle de tout un tas de politiques qui mettent beaucoup de temps à se mettre en place parce qu'on est sur des sujets européens, c'est une Europe à 27. Donc entre le moment où déjà on a pensé à mettre une taxe carbone aux frontières et le moment où ça va vraiment être effectif, peut-être qu'il faudra 10, 15, 20 ans. Non, mais ça va s'accélérer. Non. Voilà. Enfin, tout ça, ce sont des mécanismes qui prennent énormément de temps. Et les mécanismes de la politique publique, et notamment quand on parle au niveau européen, le fait de pouvoir relocaliser, renégocier les échanges, etc., c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et là où il faut être extrêmement attentif, c'est sur la temporalité. Il ne faut pas perdre des filières en chemin, des agriculteurs qui sont prêts à s'engager, qui s'engagent, qui peuvent être source de positivité. Il y a un moment où il faut aussi penser qu'il faut qu'ils restent là encore et qu'ils soient... En tout cas, il faut accélérer les conditions pour que ça se fasse dans de bonnes... voilà, mais sans perdre des personnes en chemin et puis sans fermer des fermes. Il faut que tout ça, qu'on puisse continuer à vivre et que cette transition elle puisse se faire tout en gardant tout le monde à bord du bateau. Et de façon locale, puisqu'on a compris quand même en termes de souveraineté, c'était important. Oui, Karine, et ensuite on prend des questions dans la salle, parce que je vois combien de mains se lèvent, juste pour me faire peur un peu. Ah oui, effectivement, oui. Je voulais juste réagir rapidement sur le prix de l'alimentation, en fait, sur le coût de l'alimentation, puisque c'était soulevé à juste titre par Madame Pradier. Quand on regarde les budgets des ménages depuis plusieurs décennies, en fait, on s'aperçoit qu'il y a 50% en fait, du budget des ménages, des dépenses des ménages, qui continuent aujourd'hui d'être consacrés au logement et à l'alimentation, donc deux biens absolument fondamentaux. Par contre, le logement prend de plus en plus de place et l'alimentation prend de moins en moins de place, en fait. Et la question, c'est comment on arrive quelque part à réfléchir ça d'un point de vue systémique, quoi. Et donc, je pense qu'au travers des scénarios de l'ADEME ou d'autres prospectives comme ça, on arrive à capturer en fait ces éléments-là. Et c'est clair que la consommation alimentaire, malheureusement, elle est la variable d'ajustement du budget des ménages. C'est-à-dire une fois qu'on a dépensé son loyer, qu'on a payé son loyer, qu'on a payé toutes ses charges contraintes, etc., ben on regarde ce qui reste. Et les abonnements divers et variés. Moins cher. Voilà, les abonnements téléphoniques qui sont démesurés par rapport aux services rendus, d'ailleurs, je pense. Donc, il y a une vraie réflexion sur quelque part derrière, sur le prix du foncier, à la fois en zone urbaine et en zone rurale, quoi. C'est-à-dire que comment on fait aussi pour qu'il y ait des politiques publiques qui fassent en sorte que les autres dépenses soient moins importantes et qu'on redonne une vraie valeur à l'alimentation, celle qui est nécessaire pour justement faire en sorte qu'on ait un système alimentaire qui soit durable et qui permette à l'agriculture d'être résiliente au changement climatique. Illustrer juste ce que vous dites, en ce moment, on a une inflation alimentaire qui monte. Et en fait, les premiers produits qui souffrent, c'est les produits bio. C'est-à-dire que l'inflation, l'augmentation des prix alimentaires font que toute la partie bio et la consommation de produits bio est en baisse. La consommation de produits labels, la consommation donc diminue. Ce qui veut dire qu'il y a effectivement un vrai sujet qui est lié à la valeur de l'alimentation, qui a été aidé pour être accessible au plus grand nombre. Et aujourd'hui, les autres postes de charge prennent la place que devrait prendre ce poste-là, qui est essentiel, puisqu'il revient 3 fois par jour dans son assiette. Un abonnement à des chaînes... illimité. Bref, bon, c'est une autre débat. La question. Alors, merci de poser des questions courtes, si vous voulez qu'on réponde à un maximum de vos questions et de varier les paroles. On vous écoute. Et peut-être vous pouvez vous donner votre prénom, au moins plus sympathique. Bonjour. C'est bon ? Bonjour, je m'appelle Romain. Je me demandais comment vous voyez l'évolution des besoins en ressources humaines, le nombre d'agriculteurs tout simplement qu'il va falloir pour en fait cette transition, notamment quand on parle de pratiques d'agroécologie, du fait qu'on va être dans un contexte de déplétion des ressources minières, donc moins de ressources énergétiques, donc sans doute moins peut-être de mécanisation. Est-ce que vous avez déjà une idée un petit peu de ce besoin qu'on va devoir... Les ressources, les emplois. Merci, la question des emplois. C'est une question cruciale. Aujourd'hui, le renouvellement des générations, il ne se fait plus au rythme où il devrait se faire. Et dans les 20 ans qui viennent, on a 50% des agriculteurs qui partent à la retraite. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une vraie problématique. Elle
Elle est liée à beaucoup de choses, mais elle est liée à un manque de revenus sur les exploitations et à un manque de reconnaissance. Souvent, les agriculteurs, on a l'impression de s'engager pour la société, pour nourrir, pour essayer de bien faire. Et en fait, on se sent à tort ou à raison, quelquefois un peu stigmatisé, où on sent un manque de reconnaissance, où on dit toujours vous n'êtes pas assez bien, vous n'allez pas assez vite, vous êtes nuls. Pendant la crise sanitaire, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un mouvement... Peut-être, mais en tout cas, il y a vraiment une crise d'évocation et du renouvellement. On a aussi des gros problèmes en termes de facteurs de production, c'est-à-dire d'accès aux fonciers, d'accès aux bâtiments, d'accès aux machines ou à la ressource humaine. Parce que si on veut baisser les intrants et aussi baisser les machines, effectivement, il y a un vrai problème de main-d'œuvre. Mais aujourd'hui, il faut savoir que c'est déjà une réalité sur nos exploitations. On a le coût de la main-d'œuvre qui est le plus élevé d'Europe. On a beaucoup de mal à recruter des saisonniers sur des cultures à forte valeur ajoutée, le maraîchage, la noisette, la cerise. Moi, je peux vous donner des tas d'exemples sur le sud de la France, sur la vigne, sur les vendanges, sur la récolte des oignons, de l'ail. C'est hyper compliqué. On se retrouve... mais vraiment, enfin, il y a des chefs d'exploitation aujourd'hui qui disent ils font venir des quarts de personnes étrangères, pays de l'Est, Maroc, où ils font appel à des entreprises. Enfin, c'est l'enfer. On a des viticulteurs qui aujourd'hui s'adressent à des entreprises au Maroc et qui font venir des charters de travailleurs. Non, mais c'est de la folie. Le problème de la main-d'œuvre et le problème du renouvellement, il est énorme. Et les solutions, là encore une fois, c'est un peu comme le carbone. Il n'y en a pas qu'une, mais elles sont multiples. C'est vraiment de redorer un petit peu l'image du métier. C'est d'avoir des politiques publiques qui s'engagent. J'ose avoir entendu que c'était une volonté forte du prochain gouvernement de vraiment s'engager sur ce renouvellement des générations. C'est les politiques publiques, et c'est l'accompagnement, c'est la considération et la reconnaissance pour un rôle à la fois nourricier, énergétique et d'externalité positive de l'environnement. C'est comme ça qu'on va redonner envie, et il faut valoriser, il faut des filières créatrices de valeur avec un consommateur qui puisse et qui veuille payer son alimentation de qualité. Sinon, cette main-d'œuvre, elle ne pourra pas être rémunérée. Même problème dans l'agroalimentaire. Oui, sur le secteur agroalimentaire, sur ceux qui transforment, qui fabriquent les yaourts, on a exactement la même difficulté, c'est la difficulté d'évocation, alors qu'on est dans les métiers du vivant. Les métiers du vivant, c'est des métiers qu'on doit adapter en permanence aux enjeux, aux récoltes, aux recettes, aux attentes des consommateurs. Ces métiers-là sont aujourd'hui des métiers qui sont, somme toute, assez peu prisés parce qu'effectivement, il y a un vrai déficit de valeur dans le secteur, alors que c'est des métiers qui sont passionnants, c'est des métiers de passion. Ceux qui s'engagent, ceux qui fabriquent, c'est des métiers où il y a de la générosité aussi parce qu'on doit donner, en fait, quand on fabrique pour nourrir le monde. Déjà nourrir son voisin, mais voilà, aussi nourrir le monde parce que la France est un pays qui exporte et c'est important qu'on le fasse. On a besoin d'avoir des vocations, on a besoin d'avoir des jeunes qui s'engagent, on a besoin... et en fait, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Travailler dans une usine de production, on peut remplacer de l'emploi par de la robotique. C'est d'ailleurs ce qui va arriver. C'est une mécanique qui est en marche parce qu'il y a des aspects qui sont liés à la pénibilité de l'emploi. Je pense que ça existe aussi en agriculture. Mais il y a aussi des choses qui sont formidables dans nos métiers. Donc voilà, si vous êtes intéressés, envoyez-nous vos CV. On trouvera toujours de quoi d'emploi, même sans parler de la fin du tracteur, comme c'était un peu la question. Alors il va falloir prendre une seule question. Je suis désolée. Après on va déjeuner. Ah là 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 là, l'intérêt est bonne votre question. J'espère. Donc Philippe Segers, agroclimatologue, agriculteur, fils d'agriculteur, voilà, plus agriculteur maintenant. Dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose qui m'a un peu surpris. Vous parlez des techniciens d'Arvalis, vous ne parlez pas de la recherche publique de l'INRA, par exemple, et d'autres, voilà, du CIRED, etc. Moi, mon expérience d'ex-agriculteur, c'est qu'en tant qu'agriculteur, on a eu souvent aussi l'impression d'avoir des coopératives, d'avoir des syndicats agricoles qui nous ont un peu poussés au crime, qui nous ont un peu poussés à nous surendetter, qui ont poussé un peu à l'usage d'intrants, d'énormément d'intrants, de pesticides, d'énormément d'achats de matériel. Et ça se voit encore actuellement. Voilà, vous êtes dans le Tarn. C'est l'héritage dont vous parlez, oui. Oui, enfin voilà, dans le Tarn, vous connaissez sans doute les très beaux films Big Far et Farbic. Dans le petit village où ces films ont été tournés, maintenant on vient de créer une usine à canards de 80 000 canards. Et il n'y a pas voilà, il y a aussi cette tendance à toujours aller vers le plus grand et avoir des fois un peu la pression pour les agriculteurs d'être ubérisés
au service des coopératives ou voilà, et de pas forcément avoir que les coopératives au service des agriculteurs. Donc c'est aussi une perception qui fait qu'on a peut-être un peu moins envie de continuer et où on peut un peu moins continuer parce que quand on met en place une usine à canards de 80 000 canards, eh bien ça fait aussi beaucoup de petites exploitations qui doivent fermer. Alors moi, je ne suis pas ici pour faire de la politique, monsieur, ni à titre d'agricultrice, ni à titre de représentant de la filière. Vous avez votre lecture de l'historique, des analyses, de ce qu'ont pu être les modèles agricoles à une certaine période, voilà, de certaines années, 80, 90, j'en sais rien. C'est votre regard et je l'entends, je l'écoute. Reste qu'aujourd'hui... je pense sincèrement, et nous pensons en termes de filière, que ça ne sert à rien de poser les modèles. Aujourd'hui, on peut avoir une ferme de 80 000 canards, peut-être qu'en termes de bien-être animal, peut-être qu'en termes de pratiques de biodiversité, peut-être que ça vaut le coup de se pencher sur ce qui est fait aujourd'hui en termes de vivabilité des agriculteurs aussi, qui puissent prendre des week-ends, des vacances et autres. Je ne sais pas, je ne connais pas cette ferme particulièrement, mais je pense qu'on peut très bien avoir des agricultures qui sont faites sur des petites surfaces, qui produisent pour des marchés locaux, et d'autres agricultures. Je pense que les vocations de nos différents types d'agriculture ne sont pas contradictoires. Et je pense que dans cette question sur laquelle on est tous réunis aujourd'hui, qui est de dire comment on va atteindre la neutralité carbone, refuser certains modèles ou certaines modalités de travail qui concernent les agriculteurs, le nombre d'animaux, l'organisation, etc., ce n'est pas une réponse. Je pense que la réponse aujourd'hui, elle vient de tous les modèles, de tous les types d'agriculture. Dans la coopération, dans la meunerie, dans la boulangerie, on peut avoir des chaînes comme j'en sais rien, des pôles, enfin voilà, des grosses structures, des petites structures familiales. Je pense que la réponse, elle ne viendra pas par l'opposition. Et je pense que très sincèrement, il faut qu'on avance tous ensemble et que chaque maillon de la chaîne, quelle que soit sa taille, ou quelle que soit sa modalité de production ou ses choix techniques, on en parlait tout à l'heure, à sa place pour être porteuse de solutions. Ce sera le dernier tour de table. Oui, Karine Marvy. Oui, je pense que je parlais tout à l'heure de l'élevage et de la part carnée de l'alimentation. Je pense que c'est un vrai sujet de savoir comment on accompagne ce secteur parce qu'on voit bien que toutes les études le montrent, on est dans une situation qui n'est pas soutenable. On consomme 80 kg de viande par jour et par personne en France. En Afrique, ils sont à moins de 20. C'est à peu près 40 en moyenne mondiale. Je pense qu'il y a une vraie question de comment on essaie d'affronter cette question, y compris du point de vue de l'ensemble des éleveurs qui sont impliqués dans cette production. Aujourd'hui, en France, quand on regarde la surface agricole utile, on s'aperçoit que 80% de cette surface est dédiée à la production animale, c'est-à-dire soit par des prairies, des fourrages, etc., soit par la production de céréales qui sont dédiées à l'alimentation animale. C'est à peu près 50% en gros de la production de céréales qui est dédiée à l'alimentation animale. On voit qu'on a besoin d'une alimentation humaine équilibrée, on a besoin, y compris éventuellement, de produire d'autres choses, des bioénergies, on en parlait tout à l'heure, des biocarburants, des matériaux biosourcés, etc., qui peuvent être complémentaires d'ailleurs de cette production agricole. Et donc là, il y a un moment où c'est vrai qu'il faut avoir un langage de vérité et de se dire comment on fait pour qu'il y ait une transformation du secteur de l'élevage pour maintenir bien sûr des emplois dans ce secteur, mais qu'on produise mieux, avec une plus grande qualité, mais avec des produits qui sont effectivement plus chers, qu'on consommera peut-être qu'une ou deux fois par semaine, qui seront peut-être 2 ou 3 fois plus chers pour maintenir un revenu pour ces agriculteurs. Mais c'est vraiment là où on en est aujourd'hui et cet accompagnement il est essentiel. Peut-être ça peut être la polyculture dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire diversifier la production de ces entreprises agricoles. Ça peut être éventuellement des élevages plus extensifs qui permettent justement d'avoir des vrais puits de carbone au niveau de ces prairies permanentes, etc. Mais donc il y a un certain nombre de solutions qui doivent permettre de transformer et d'accompagner ce secteur pour qu'il puisse vraiment être partie prenante de cette transition écologique et agricole, de sorte à ce que évidemment tout le monde soit pas laissé au bord du chemin et le secteur d'élevage bien sûr est souvent un secteur qui souffre beaucoup. Mais là, il faut avoir un langage de vérité, je pense, et il faut vraiment travailler à ça très concrètement. Très rapidement, Florence. Oui, la réponse, c'est on a des balances commerciales aujourd'hui en France qui sont déficitaires. Et donc, voilà, donc il faut qu'on fasse attention. On produit, par exemple, que à peine 50% du poulet qui est mangé chez nous. Donc en fait, on peut s'intéresser à la production française, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le sujet de la consommation et quel impact il va y avoir sur la production française. Et je pense que souvent, on fait pas assez le lien entre ce qu'on produit et ce qu'on consomme.
Et voilà, donc ça c'est une première réponse. Le deuxième point quand même par rapport au sujet des coopératives, hein, je pense que, et du monde agricole en général, après-guerre, ce qu'on a demandé au monde agricole, c'était d'arriver à produire pour que tout le monde ait de quoi manger et que l'alimentation soit accessible. Et je pense qu'on peut dire que ça a plutôt bien fonctionné. Et aujourd'hui, on demande au monde agricole d'opérer des transitions majeures parce que c'est un des seuls acteurs qui va pouvoir notamment capter du carbone. Et moi, j'ai bon espoir qu'ils réussissent. Ce sont des gens qui sont pragmatiques, qui sont pleins de bon sens. Ils réussiront si on leur met une équation économique qui permet d'avancer, en fait, hein, tout simplement, et qui n'est pas une équation économique qui viserait à aller chercher du produit ailleurs, qui n'est pas fait dans les bonnes conditions ou avec les mêmes niveaux d'exigence que ceux qu'on s'impose, n'est pas une équation économique durable. Et je voulais aussi, pour terminer, partager alors c'est un témoignage et une question, parce que vous avez parlé de l'Afrique, de Adiatou Camara qui nous regarde en direct. D'ailleurs, je salue toutes les personnes qui nous regardent et au-delà des frontières. Elle nous dit, voilà, c'est un honneur de participer à ce colloque, initiatrice de la Marche des femmes pour la justice climatique au Sénégal. Le dernier rapport de l'OMM nous prédit que d'ici 2030, si on ne fait rien, 118 millions d'Africains seront confrontés à l'extrême pauvreté, dont 70% de femmes. Non seulement à une extrême pauvreté, mais aussi à la famine. C'est juste pour resituer qu'on n'est pas tout seul aussi en France et qu'il y a aussi une forme de solidarité internationale et qu'en tant qu'écoféministe, étant sur le terrain presque tous les jours, je sais que ces prédictions sont réelles. Voilà, bon, bref, elle nous pose aussi la question de nous dire comment est-ce qu'on les aide aussi à diminuer leur impact carbone dans ces pays-là. Si on peut déjà les aider en termes d'alimentation, ce serait bien aussi. Oui, bon, j'interviens un peu au-delà de mes compétences, donc, mais ce sera le mot de la fin. Ouais, je pense que cette question vraiment de commerce international est une vraie question, quoi. C'est-à-dire et les prix qui sont associés à ça. C'est-à-dire à la fois, en fait, effectivement, on importe du poulet de bas de gamme, y compris du Brésil, etc. On produit nous-mêmes des poulets et on garde les filets de poulet et on exporte en fait les bas morceaux du poulet en Afrique, justement. Et faisant ça, on détruit des filières en fait de volailles en Afrique, avec des prix qui sont extrêmement bas, etc. Donc il y a vraiment une vraie question de savoir comment on régule ce commerce international et comment on fait en sorte que, à la fois, il y a un vrai besoin de limiter l'empreinte énergétique de ces transports et de faire quelque chose qui soit plus cohérent, c'est-à-dire de consommer et de produire au plus près des consommateurs, et à la fois faire en sorte effectivement que il y ait des exportations de céréales qui sont nécessaires sur le pourtour méditerranéen parce qu'il y a des vrais besoins qui ne sont pas satisfaits. Mais à la fois, il faut aussi très certainement faire en sorte que les cultures vivrières en Afrique puissent vivre et survivre et ne soient pas concurrencées par des produits à très bas coût qui viennent des pays du Nord. Moi, je ne pense pas que le poulet, excusez-moi, mais je ne pense pas que le poulet français détruise les filières poulet africaines. Ça, je veux bien qu'on en discute, pas dans le cadre de cette table ronde. Non, c'est vraiment pas le. Autour de. En l'occurrence, c'est pas du tout le bon exemple à prendre sur ce sujet-là. Et voilà. Non, je voulais simplement dire qu'en tant que filière agricole et céréalière, on est aussi extrêmement sensible à ces enjeux de solidarité. Alors effectivement, ce libre-échange, c'est une vision politique qui dure depuis des années. Donc tout ce qui va être les échanges, la mondialisation, on a entre guillemets pas subi, mais on a vécu avec ces transformations. Mais aujourd'hui, il y a quand même des enjeux énormes au cœur de notre filière parce qu'on se rend compte que ces enjeux de solidarité-là, quand il s'est passé la guerre en Ukraine, on a 30 à 40% des exportations de blé qui sont gelées. Et on se rend compte qu'il y a vraiment des pays comme la Tunisie, comme le Liban, comme l'Afrique subsaharienne, enfin voilà, où on sait que quand ils ont 3 mois de stock, enfin voilà, ils vont avoir du mal à nourrir leur population, leurs meuniers, leurs boulangers vont avoir du mal à acheter de la farine. Et quand on a des rôles comme ça, où on sait qu'il y a un enjeu de solidarité internationale avec des partenaires commerciaux de longue date, il y a quand même cette notion de solidarité et de faim qui est présente. Et ce que je voudrais dire, c'est que pour nous, la bonne nouvelle et la fierté qu'on a aussi, c'est qu'on sait qu'on est capable de faire les deux.
C'est-à-dire qu'on sait qu'on est capable à la fois de produire de l'alimentation pour nous et peut-être pour répondre à ces enjeux de solidarité, mais de le faire bien et sans jamais perdre de vue ce cap-là qui est celui de la neutralité carbone et des externalités environnementales positives. Voilà, c'est bien résumé pour la fin. Merci beaucoup. Merci à tous. Désolé pour les frustrations dans la salle. On avait beaucoup de questions en ligne également, mais le buffet est là pour y remédier, hein, puisqu'on va continuer à échanger. Pense que ça ne nous a pas complètement coupé l'appétit, j'espère. On se retrouve à 14h pour une table ronde dédiée à l'énergie, comment le monde énergétique se dirige vers la neutralité carbone. Écoutez, merci à tous et on se retrouve tout à l'heure. Bon appétit.